Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mots, discours et migration, une relation dialectique. Laura Calabrese et Marie Veignard. Cet ouvrage porte sur les mots, plus particulièrement ceux qui sont utilisés dans l'espace francophone pour parler de migration, de l'immigration, des immigrés. Ces mots, les discours contemporains, en Europe, en Afrique, voire Canu et So accent aigu DS, 2014, les produisent et les font circuler en quantité, non seulement pour parler du réel, pour le comprendre et l'influencer, mais aussi pour parler des mots eux-mêmes. Ces mots ou expressions sont débattus, commentés, proscrits car ils pèsent sur eux une suspicion permanente, celle de mal représenter le réel. À travers ces discussions, les énonciateurs, citoyens, institutions, journalistes, témoignent de leur nécessaire travail pour construire, reconstruire, façonner et refaçonner la réalité sociale, preuve que le discours et la langue constituent un lieu de production des significations, comme l'a écrit Pierre Fiala 1985. Le rôle des débats sur les mots, dans la construction de la réalité sociale. Que la langue participe de la construction du réel est maintenant un acquis largement partagé dans les sciences sociales, où domine la perspective constructiviste. Les sociologues Peter Berger et Thomas Luckmann ont écrit, dans un essai devenu classique, que la réalité est socialement construite et que la sociologie de la connaissance doit analyser les processus par lesquels cette construction a lieu. 1991/13, notre traduction. Notre perception de la réalité quotidienne, nous disent-ils, est structurée en schémas typificatoires, en fonction desquels les gens et les objets sont classés. Ces schémas et les catégories qui en découlent nous semblent tout à fait objectifs et nous aident à donner du sens à nos actions. Pour sa part, le philosophe du langage John Searle, 1995, distingue d'un côté des faits bruts indépendants du langage et de l'autre des faits sociaux qui ont besoin du langage pour exister. Le langage est ainsi une des principales briques, pour reprendre sa métaphore, qui participe à la construction de la réalité. Les débats sémantiques, ceux qui portent sur le sens, et lexicaux, ceux qui portent sur le choix des mots, montrent cependant que le lien qui rattache les mots aux choses n'est pas immuable, et qu'il peut être brisé pour ajuster notre vision du monde. Ainsi pour certains, appeler les personnes en déplacement des réfugiés, au sens courant du terme, permet de leur restituer une dignité par le biais de la recatégorisation. En août 2015, un journaliste d'Al Jazeera en anglais annonce sur son blog qu'il n'utilisera plus le mot migrant pour désigner les personnes en mouvement, venues en particulier de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Afrique de l'Est. Ce mot, jugé péjoratif et déshumanisant, est remplacé par le mot « réfugié », qui décrirait plus précisément la situation de ces personnes en quête de refuge, fuyant la guerre, la famine, la pauvreté et souhaitant dans tous les cas se donner les moyens d'accéder à une vie meilleure, voire migrants-réfugiés. Cet événement discursif a eu un impact considérable, contribuant certainement à attirer l'attention de l'opinion publique sur ces situations dramatiques. D'un point de vue langagier, ce simple message a révélé des usages d'une grande complexité, dont voici quelques exemples, qui justifient le présent ouvrage et offrent une introduction aux considérations plus théoriques qui vont suivre. En réponse au message d'Al Jazeera, différents locuteurs, en fonction de leur rôle, de leur rapport aux personnes en déplacement, ont pris position ou avaient déjà pris position à travers des actes de nomination. Les journalistes ont cherché à identifier le mot le plus juste pour nommer ces personnes, en suivant la piste binaire proposée mais sans prendre nécessairement en compte une caractéristique importante du mot réfugié, qui combine un emploi courant, personne qui cherche un refuge, et un emploi juridique, le statut de réfugié qui s'obtient après examen de la situation de la personne par un tribunal spécialisé. Par ailleurs, en tant que catégorie administrative, le statut de réfugié a considérablement évolué depuis les années 1950 et sa mise en œuvre, prérogative des États, est soumise à des impératifs politiques, réfugiés. Dès lors, son sens ne peut être que complexe. Les chercheurs spécialistes des migrations, quant à eux, utilisaient le mot migrant depuis longtemps en le considérant, ainsi que le rappellent Michel Agier et Anne-Virginie Madera 2017 ou François Errand de 017A, comme relativement neutre, car décrivant simplement un processus de mobilité à travers un participe présent qui efface tout ancrage temporel. Il est vrai que migrant, contrairement à immigré, n'est pas marqué en français de connotation négative. Errand 2017a
259, signale toutefois qu'en anglais, le mot migrant est plus péjoratif et que les chercheurs souhaiteraient le voir remplacé par refugee, affichant la même position qu'Al Jazeera, dont le post de blog a été, on l'oublie trop souvent, publié en anglais. La transposition de cette position en français a été vraisemblablement facilitée par le caractère transparent des traductions, migrant et réfugié. Le champ politique, dans l'ensemble, s'est positionné par rapport à l'opposition migrant-réfugié en la réifiant, en posant l'existence de facto de ces deux catégories de personnes et en attribuant à chaque catégorie un traitement spécifique, la protection pour les réfugiés, le retour pour les migrants économiques, selon une logique de sélection des personnes, logique exposée d'un point de vue linguistique par Cécile Canu 2016. Des chercheurs, des personnes venant en aide aux déplacés, des soignants ont tentent, notamment à travers leurs actes de nomination, de s'extraire de la polémique et de cette distinction binaire revendiquée par les gouvernements pour afficher un positionnement éthique, en disant les exilés, les réfugiés ou les demandeurs de l'asile, pour souligner que, en dehors de la question du statut, ces personnes cherchent avant tout un asile, un refuge, les amis, les invités, les artisans pour affirmer un autre rapport avec des personnes à qui des bénévoles donnent de quoi subsister ou dont ils cherchent à valoriser les compétences professionnelles, ou les migrants réfugiés, comme cette association caritative, pour souligner que l'accueil de ces personnes doit être inconditionnel, quel que soit leur statut administratif, voire les migrants pour couper court à la polémique et agir. Un dernier aspect contribue à rendre ces questions encore plus complexes. Les identités sont contextuelles, c'est-à-dire qu'elles émergent au fil d'une interaction, d'un écrit, changent et se recomposent. Une personne peut se déclarer demandeuse d'asile dans le cadre de la procédure administrative, mais peut être réfugié auprès d'un ami, et aura vraisemblablement été considéré dans les médias comme migrant jusqu'à pouvoir déposer sa demande d'asile. Plutôt que d'identité, les sociolinguistes parlent de travail identitaire, la réalisation de l'identité étant un work in progress, Greco Mondada Renaud 2014. Par ailleurs, les catégories sont des construits politiques et sociaux qui doivent être envisagés dans leur dimension historique, Thiollet 2017, Agier et Madera 2017, entre autres et ici même étrangers, exilés, réfugiés, mais aussi en synchronie, d'où l'importance de l'étude de l'usage et du sens de ces dénominations à une époque donnée. On voit donc que la langue contribue au fait social, mais que le rapport entre les deux ordres de signification est mouvant et complexe. La grande difficulté est de préciser, observer, pointer et décrire les mécanismes par lesquels le langage construit, ou reconfigure, le réel. Deux mécanismes très généraux participent en particulier de cette construction, les relations de pouvoir qui organisent la vie sociale d'un côté et le cadrage de la perception de l'autre. Le pouvoir et les mots, le pouvoir des mots. De nombreux mots traités dans cet ouvrage relèvent à un moment donné de leur usage, du champ politique. Le rôle du discours dans la construction de la réalité sociale n'est pas indépendant de la notion de pouvoir dans la mesure où, comme le pose le philosophe Michel Foucault, 1971/12, le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. La corrélation discours-pouvoir est particulièrement sensible dans une activité comme la politique, ce qui amène les spécialistes du discours Simone Bonafou et Maurice Tournier à considérer que l'action politique peut être définie comme une lutte pour l'appropriation de signes pouvoir, 1995/68. Cette appropriation est motivée, du point de vue des gouvernants, par le caractère performatif des catégories, au sens où celles-ci, bien que langagières, sont rattachées à des représentations mais exercent aussi une action sur le monde réel, selon la formule du philosophe anglais John Austin, qu'en dire c'est faire. Ces actions sont de nature administrative, juridique, etc. Voir Spear 1999 sur la catégorie de l'immigré en statistique, voir la notice réfugié ici même. Les manifestations concrètes des catégorisations sont diverses. Obtenir le statut de réfugié en France donne lieu au versement d'une allocation comme dans d'autres pays. Michel Agier mentionne des camps gérés par le Haut-Commissariat aux réfugiés, HCR, en Guinée dans les années 2000, dans lesquels le statut de réfugié implique l'obligation de rester dans le camp. Agier et Madera 2017/24. Du côté des associations et des militants,
L'appropriation des mots vise plutôt à promouvoir une manière de voir différente et à obtenir la reconnaissance d'un groupe d'individus ou d'une situation, sans papier. La notion de cadrage est le second paramètre à prendre en compte dans l'analyse de la construction de la vie sociale par le langage. La perception du réel par les individus est nécessairement subjective et médiatisée par des cadres de perception. Goffman 1974-1991, c'est-à-dire des schèmes mentaux. Les schémas typificatoires évoqués plus haut qui donnent sens à ce qui se passe, mais qui correspondent aussi à la façon dont l'activité, spécialement celle qui requiert des agents sociaux, est organisée. Goffman 1974-1991 sur 242. La polémique de 2015 autour de migrants réfugiés offre de nouveau une bonne exemplification de la notion, dans la mesure où elle met en place un cadrage binaire du phénomène migratoire, défendu par les pouvoirs publics et dont on voit la trace dans les déclarations publiques, ceux que l'on protège versus ceux que l'on renvoie chez eux, ou dans le titre d'un projet de loi en débat en France au printemps 2018, Asile et immigration. Mais ce cadrage qui se présente comme équilibré, est pour d'autres acteurs, une simplification de la réalité, comme le souligne Hélène Thiollet, 2017. En effet, si en 2018 les gouvernements revendiquent de protéger les réfugiés statutaires en les opposant aux migrants économiques, l'organisation internationale qu'est le HCR utilise au moins depuis les années 2000 les notions de flux mixte ou de nexus, asile et migration. Voir CRISP 2008 pour une discussion de ces notions au sein du HCR lui-même. Celle-ci vise à rendre compte de la mixité des flux eux-mêmes, mélangeant migrants et futurs demandeurs d'asile, ainsi que de la mixité des causes de la migration. Pour Hélène Thiollet, il est parfois délicat de distinguer la crainte de persécution, le désir de survivre et l'aspiration à une vie meilleure. Et enfin la mixité des statuts et des trajectoires migratoires complexes, demander l'asile dans tel ou tel pays pour faire coïncider un statut et un projet migratoire. Cette perspective différente, elle-même prise dans des logiques institutionnelles et idéologiques, est peu représentée dans les discours médiatiques ou politiques sur l'immigration. C'est dommageable pour la qualité du débat public, d'autant plus que l'immigration est un sujet clivant, très conflictuel et que les discours concernés ont connu une nette droitisation, repérée dès les années 1990 par Simone Bonafou, 1991, dans un travail sur la manière dont les partis traditionnels ont été influencés par le discours de l'extrême droite. Les mots sont importants. Ou pas. L'importance des mots dans la construction de la réalité sociale est régulièrement thématisée dans les discours médiatiques et politiques, ainsi que dans les conversations quotidiennes ou les énoncés produits dans les médias sociaux. Elle est exprimée par des expressions et des métaphores argumentatives qui circulent beaucoup chez les non-linguistes, en particulier dans le champ politique. Les mots sont importants, le poids des mots, les mots justes. Les tenants de cette posture aiment citer Camus. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, ce qui montre à quel point ce positionnement est empreint de connotations morales. Selon cette position, qui ne reflète pas nécessairement la pensée de Camus, lequel, dans ce passage, commente le mensonge en général et non l'adéquation du discours au réel, il y aurait des mots justes pour nommer notre réel social, ce qui suppose une relation univoque entre les mots et les choses. Le titre de cet article publié sur le site de la chaîne d'information belge RTBF concernant la sortie annuelle du Petit Larousse illustré en est un bon exemple. Un dictionnaire pour employer les mots justes. Les expressions mentionnées méritent d'être analysées pour comprendre l'idée qu'elles véhiculent au sujet des rapports entre le langage et le monde. Dire que les mots sont importants est un truisme, car la langue, interface privilégiée avec le monde, relève de l'évidence pour les locuteurs. Or l'expression « le poids des mots » signifie aussi que le choix des mots peut avoir des conséquences, ce qui témoigne du pouvoir performatif de la langue en société, autrement dit de l'impact que peuvent avoir certains termes, mais pas tous, et pas tous de la même manière, dans certains contextes, comme expliqué plus haut. La métaphore du poids des mots est en rapport direct avec cette idée. Pour les linguistes, elle renvoie au fait que certaines formulations charrient avec elles les échos des usages antérieurs, phénomène appelé dialogisme interdiscursif, sur lequel nous reviendrons plus bas. Ainsi le mot race, parce qu'il est né dans le cadre de théories pseudo-scientifiques qui ont servi à justifier les hiérarchies entre les humains, est traversé par un interdiscours qui rend son usage tabou dans certains pays. Si le monde anglo-saxon, notamment les États-Unis,
continue à l'employer, c'est parce que cet interdiscours est moins présent en anglais américain qu'en français, et parce que les politiques multiculturalistes conçoivent la démographie en fonction de ces critères, ce qui leur permet par ailleurs d'assurer la promotion et la représentation des minorités. De même, l'expression accommodement raisonnable trouve sa place au Canada, même si les interprétations du terme varient entre les experts et les citoyens ordinaires qui contestent parfois le concept, alors qu'elle est difficilement pensable dans le modèle républicain français. On voit donc que les mots n'ont d'autre poids que celui que les énonciateurs leur donnent à un moment donné, dans un contexte donné. Le poids d'un mot est celui de son histoire et de son usage au sein d'une communauté, d'une société ou d'un groupe, alors que pour une autre communauté ce poids sera plus léger. En ce qui concerne le leitmotiv des mots justes, il repose sur l'idée que la langue serait un répertoire de mots avec un sens stable et ignore ainsi le fait que ceux-ci continueront à changer, à être débattus, à faire éventuellement l'objet de controverses. De cette manière, même si certains militants choisissent de remplacer migrants par réfugiés pour privilégier un mot avec des connotations plus positives parce que c'est pertinent dans leur lutte à un moment donné, cela ne garantit pas que le deuxième terme ne se charge pas, au fil du temps, des connotations négatives caractéristiques du premier. Beaucoup de polémiques sémantiques et lexicales partent de cette idée selon laquelle il existe une seule forme correcte et des formes erronées de nommer. Ces questions sont le plus souvent posées dans l'abstrait, en dehors d'une situation socio-historique, d'une situation de communication, des intérêts des locuteurs. Les journalistes, plus particulièrement, défendent l'idée selon laquelle il existerait des manières plus justes de nommer la réalité, ce qui se traduit par des injonctions à employer ou non certains mots et par la création de glossaires. Prenons pour exemple la recommandation pour l'information relative aux personnes étrangères ou d'origine étrangère, adoptée en mai 2016 par le Conseil de déontologie journalistique belge. Ce glossaire, qui définit les termes qui font l'objet des confusions les plus fréquentes, est l'actualisation d'un document datant de 1994 intitulé « Recommandations pour l'information relative aux allochtones », Association générale des journalistes professionnels de Belgique. Les différences entre les deux documents sautent aux yeux. Certains mots ont disparu de la deuxième version, d'autres ont fait leur apparition et d'autres encore se sont chargés de connotations qu'ils n'avaient pas 20 ans auparavant. Le titre même du document témoigne des évolutions dans les usages, qui font qu'un mot comme allochtone n'est plus employé pour parler des personnes immigrées ou issues de l'immigration. Or, comme le note Alice Krieg-Planck, il est vain de chercher le bon vocabulaire susceptible de nommer correctement, car le langage est un fait social dynamique, socio-historique, il n'est jamais stabilisé, 2018/16. Ceci nous mène au constat que le changement sémantique, mais aussi les débats sur les mots, ne sont pas des exceptions dans la vie sociale. L'illusion que la langue est un répertoire d'expressions et de termes plus ou moins figés, est sûrement utile pour les énonciateurs ordinaires, mais ne résiste pas aux observations des linguistes, conscients que le sens évolue à un rythme que le dictionnaire ne saurait enregistrer, qu'il est parfois flou ou ambigu et qu'il donne souvent lieu à des débats voire des polémiques dans l'espace public, voire multiculturel. Par ailleurs, ce sont les polémiques mêmes qui font évoluer le sens des mots, en créant ces effets d'ambiguïté, de polysémie ou au contraire en spécialisant le sens, Lecol 2012. Malgré l'acceptation très large de l'image du poids des mots, beaucoup d'énonciateurs sont prêts à afficher, dans certaines circonstances, la position tout à fait inverse, à savoir que les mots n'ont pas d'importance. Cette posture, thématisée dans des formules telles que « peu importe les mots » ou « quels que soient les mots », est fortement marquée par la dénonciation de l'illégitimité des querelles sémantiques relevées par les linguistes Anne Le Draoulec, Marie-Pierre Perry-Woodley et Josette Reberol 2014, et s'inscrit dans l'opposition entre le langage et l'action, opposition largement contestable et contestée par les théories pragmatiques. Pourtant, dire que les mots n'ont pas d'importance revient aussi à commenter les mots, à prendre le langage pour objet, mais dans le but de minimiser sa prise sur la réalité puisque le monde phénoménal se passerait de mots, comme dans cet exemple tiré du discours politique. Apartheid social, peu importe les mots, l'essentiel c'est d'agir, répond Valls, Le Figaro 21/15. Les deux postures peuvent se retrouver dans la bouche du même énonciateur, et mobiliser des arguments éthiques. Comme l'ont montré des travaux en analyse du discours,
Discuter les mots mêmes avec lesquels on s'exprime pour parler du réel n'est pas anodin. Si un énonciateur le fait, c'est parce qu'il ou elle trouve une valeur ajoutée au fait de mettre en question et donc de fragiliser le code de communication. Ainsi, les discussions de nature étymologique autour du mot islamophobie Calabrese 2015 révèlent-elles la nécessité de recalibrer la définition du phénomène autour duquel il n'y a pas de consensus. L'utilisation de métadiscours a donc une utilité sociale, celle de définir et redéfinir la réalité commune, raison pour laquelle les énonciateurs questionnent le sens des mots et proposent des alternatives seulement à certains moments. En effet, les polémiques sémantiques et lexicales nous rappellent que la plupart du temps, la langue n'est pas remise en question et réalise parfaitement une de ses principales fonctions, créer un monde social transmissible et intelligible pour une communauté discursive. Agir sur les mots. À bien y regarder, les deux postures décrites plus haut, les mots sont importants, peu importe les mots, renvoient à deux cadres théoriques bien connus des sciences sociales. C'est le langage qui fait la réalité ou au contraire le langage ne fait que refléter une réalité déjà là. Le premier cadre est celui du relativisme linguistique, développé dans le sillage des travaux de Sapir et de Worf, selon lesquels le lexique et la grammaire de notre langue maternelle ont une influence sur notre manière de voir le monde. Le deuxième cadre théorique est celui de la sociologie, souvent d'orientation marxiste, la sociologie de Pierre Bourdieu par exemple, pour laquelle le langage est l'expression d'autre chose, Leimdorfer 2010/56, dans la mesure où il ne fait que refléter les structures de pouvoir à l'œuvre dans une société. Aujourd'hui, le linguiste des discours peut adopter un positionnement intermédiaire qui nous permet de reconnaître et d'étudier le rôle du langage dans la construction de la réalité sociale, sans ignorer qu'il n'est pas le seul élément qui entre en jeu. Dans un double mouvement, le langage enregistre le social et agit à la fois sur lui. Ce qu'on appelle le poids des mots est souvent surestimé dans le discours politique et médiatique, car agir sur les mots n'est pas toujours efficace pour changer la réalité sociale, du moins pas uniquement et pas dans toutes les circonstances. La dialectique entre les mots et les choses étant particulièrement complexe, il est difficile de savoir sur quel pôle il faut agir d'abord, mais on peut avoir la certitude que ce n'est pas uniquement une affaire de mots. Malgré cette évidence, force est de constater que les changements discursifs peuvent accompagner un changement de paradigme, comme c'est le cas lorsqu'on combat les maux du racisme ou du sexisme, et la création de nouveaux concepts, tels celui d'islamophobie récemment, d'antisémitisme ou de génocide dans le passé, peut aider à identifier et mesurer les faits de discrimination envers un groupe. Mais on peut aussi penser que proscrire l'usage d'un mot comme français de souche, ou l'éliminer des textes institutionnels, voire race, ne suffit pas à éradiquer la catégorie à laquelle le mot réfère, soit parce qu'elle est bien implantée dans les esprits, soit parce qu'il y a un besoin de nommer un phénomène saillant, l'appartenance ancienne au groupe, l'évidence des phénotypes. Dans l'optique empirique de cet ouvrage, qui part de l'observation des usages des mots pour tirer des conclusions sur leur signification, et non l'inverse, nous n'avons pas de parti pris par rapport à la délimitation exacte du rôle des discours dans la construction de la réalité sociale, si ce n'est que ce rôle est fondamental. Encore faut-il préciser les rapports non univoques entre le sens et les mots. Comment le sens vient aux mots? L'entreprise qui consiste à vouloir définir le sens des mots est très délicate, et ce n'est pas un hasard si la discipline dont c'est l'objet, la sémantique, connaît des orientations très diverses, parfois contradictoires entre elles et se trouve quelque peu marginalisée dans le champ des études de la langue. Pourtant la sémantique, et plus particulièrement la sémantique lexicale, est sans doute la dimension qui intéresse le plus les locuteurs non spécialistes. Les linguistes ne peuvent pas apporter de réponse simple à la question du sens, en raison au fond du rapport complexe entre la langue et le monde. Mais une chose est certaine, la description du sens ne peut se limiter à la description du référent, ce qui supposerait qu'une communauté de locuteurs décrive ce référent de la même manière. Si cette proposition peut apparaître de bon sens avec des noms concrets tels que table ou tasse, bien que l'entreprise ne soit déjà pas si simple, c'est loin d'être le cas pour des réalités sociales telles que l'immigration, et a fortiori pour tous les mots abstraits, amour, liberté mais aussi intégration, diversité qui sont traités dans cet ouvrage. Il faut bien constater et accepter que le sens n'est pas uniquement composé d'informations sur le référent.
Ainsi, le débat sur les mots migrants-réfugiés révèle qu'à un même référent, une personne allant d'un pays vers un autre, peuvent correspondre plusieurs catégorisations. En plus des mots susmentionnés, on trouvera dans ce cas aventurier, demandeur d'asile, transmigrant, faux réfugié, exilé, dubliné. Ceci prouve en outre le rôle fondamental de la nomination dans la définition des phénomènes et des acteurs sociaux, qui changent de statut en fonction de la catégorie assignée. En dehors du rapport entre mots et objets du monde, la référence, d'autres difficultés rendent complexe l'entreprise de description sémantique. Premièrement, nous l'avons déjà évoqué, le sens des mots n'est pas une réalité figée mais une réalité dépendante du contexte, c'est-à-dire que le sens évolue au fil des interactions, des textes. Au cours du temps, il est poreux et s'imprègne des événements, des besoins et des pratiques sociales. De nombreux paramètres sont susceptibles de le faire varier. Au cours de leur vie de mots, ceux-ci côtoient d'autres mots, des discours, des images, des événements, c'est le dialogisme, V. Voloshinov 1929-2010. Leur sens n'est donc pas uniquement encodé dans la définition du dictionnaire mais dépend de tout ce qui les entoure. Lorsqu'un terme de la langue est en contact, massivement et sur le long terme, avec des formulations qui appartiennent à un seul champ sémantique, le sens du mot ne change pas à proprement parler mais se spécialise. C'est le cas des mots multiculturel et diversité, qui renvoient à l'heure actuelle, non pas à toute coexistence de cultures, mais à celle des cultures européennes avec des groupes extra-européens. Cette spécialisation référentielle en vient à influer sur le sens. Deuxièmement, les mots sont pour la plupart polysémiques et connaissent plusieurs acceptions. Le cas de multiculturel en est une bonne illustration puisqu'il combine au minimum une acception dite descriptive, une population composée en partie par des immigrés ES, et une acception dite prescriptive, qui renvoie aux politiques régissant explicitement la cohabitation de différentes populations dans l'objectif de garantir les droits des minorités. En troisième lieu, les mots sont dépendants des locuteurs qui les utilisent et ces derniers influent volontairement ou non sur leur sens. L'entrée français de souche illustrera ce point. Cette expression est revendiquée par les discours de l'extrême droite, dont elle garde une sorte de mémoire, et renvoie à une idéologie identitaire, ce qui en bloque l'usage chez les locuteurs ne se revendiquant pas de cette idéologie. Dans le présent recueil, les chercheurs ES, linguistes mais aussi sociologues, historiens ES ou politistes, rendent compte du sens en usage et non d'un hypothétique sens véritable. Nous avons fait le choix d'une sémantique discursive en suivant les propositions développées par Michel Lecoll, Marie Végnard et Olivia Guérin, E-DS, 2017. Les mots, envisagés notamment du point de vue de leur structure linguistique, qui participent à la construction du sens, sont plongés dans la complexité de leur vie sociale, dans les enjeux de pouvoir, dans les discours circulants, dans la vie des petits et grands événements. Au fil de la lecture des notices, le lecteur ou la lectrice s'en rendra compte, le sens, infiniment malléable, est soumis à des déterminations contextuelles fortes. Qui utilise le mot? Pour quel effet? Promouvoir ce mot, se l'approprier, s'identifier, se nommer soi-même ou son pendant nommé, catégoriser l'autre? Certaines des notices qui composent cet ouvrage traitent de la catégorie tandis que d'autres traitent du sens. Au terme de la lecture, on pourra constater différents types de phénomènes sémantiques touchant au mot de l'immigration, phénomènes qui participent à créer un débat polarisé, dans lequel les notions floues, communauté, le disputent aux catégorisations identitaires, alloctones et aux raccourcis argumentatifs, Europe passoire forteresse. Le regard linguistique permet de mettre au jour des fonctionnements sémantiques récurrents qui contribuent à une meilleure compréhension des débats publics, condition nécessaire à une prise de distance réflexive. Nous mettrons maintenant en avant 3 mécanismes sémantiques. La politisation de certaines dénominations, les effets d'identité-altérité et les effets de flou. Dans l'ensemble, les notices mettent l'accent sur le changement sémantique plutôt que sur les phénomènes participant à la stabilité du sens. C'est là un effet produit par l'objectif du livre, décrire les mots de l'immigration dans des moments de crise. Il va de soi que stabilité et changement ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre. Changement de sens en contexte politique. Nous l'avons dit plus haut, l'action politique peut être considérée comme une lutte pour l'appropriation des signes. La surutilisation d'un mot, dans un contexte spécifique, les commentaires dont il peut faire l'objet ou son insertion dans des noms de mesures politiques, entre autres phénomènes,
sont susceptibles d'influer sur son sens. De tels changements sont observés dans certains mots emblématiques de l'action politique, entendus au sens large, concernant l'immigration, tels que exilé, intégration ou réfugié. Le terme exilé est pris dans la controverse de la dénomination la plus appropriée pour renvoyer aux personnes que d'autres appellent migrants. Certains militants favorisent exilé pour souligner la difficulté, physique mais aussi émotionnelle, du chemin parcouru, et ainsi redonner dignité et légitimité aux actions de ces personnes, mais aussi pour déjouer l'opposition binaire migrant-réfugié, et la logique de sélection qui la sous-tend en réunissant sous une seule dénomination les personnes vulnérables en déplacement. C'est donc un choix lexical qui marque un engagement politique. De même que réfugié dont le sens spécialisé est marqué par des discussions au sein de la Société des Nations, et a évolué vers une prise en compte prioritaire des persécutions politiques, versus alimentaire par exemple, dans le contexte de la guerre froide. Enfin, le cas de intégration illustre lui l'appropriation d'un terme par la politique et l'administration, et les changements de sens qui en découlent. D'un sens descriptif, qui renvoie à un processus social en cours, il a progressivement acquis un sens prescriptif, celui de prérequis à l'obtention d'un titre de séjour. Effet d'identité-altérité. Un certain nombre de mots contribuent à installer, de façon plus ou moins explicite, la dichotomie identitaire nous versus eux, tant l'identité ne se définit jamais aussi bien que par rapport à une altérité. Les sans-papiers font exister en creux les avec-papiers, c'est-à-dire le groupe majoritaire. Les Français de souche, comme se nomment certains partisans des thèses de l'extrême droite, ou les souchiens, comme certains militants antiracistes les nomment, s'opposent aux allochtones, en Belgique, dans les discours administratifs mais aussi ordinaires, ou aux issusiens en France, usage militant antiraciste. Il est important de distinguer entre l'hétérodésignation, un groupe nomme un autre groupe, qui accepte ou non la dénomination qui en résulte, et l'autodésignation, c'est-à-dire les cas où un groupe s'attribue à lui-même une dénomination. Il s'agit donc d'une désignation revendiquée et le lecteur en trouvera un très bon exemple en lisant la notice aventurier, qui souligne la longue histoire de cette désignation ainsi que la richesse de son sens, associée à la connaissance. Il s'agit là de la manière dont se nomment certains qui migrent d'Afrique de l'Ouest en Europe et qui sont dans les yeux des Européens au mieux des réfugiés, au pire des migrants. Installer comme groupe l'autre en tant qu'il serait différent, est au centre du processus de construction de l'identité. Ce processus est observable dans le nom communauté ou dans l'expression accommodement, raisonnable, qui présuppose l'existence d'une minorité agissante au sein du groupe majoritaire. Il apparaît aussi clairement dans le cas de diversité, qui signifie généralement un état des hétérogénéités des éléments d'un ensemble, mais en est venu à signifier un objectif politique inscrit dans un système normatif, celui de la bonne représentation des groupes d'origine étrangère et de la différence à considérer et à respecter. L'entrée français de souche vient toutefois souligner la nature chimérique de l'idée qui consisterait à penser qu'une langue complètement dénuée de jugement et de préjugés serait possible grâce à une police de la langue efficace. Même sans nommer l'autre, certains locuteurs peuvent le catégoriser comme tel à travers des pronoms, une série de il par exemple. Une telle dichotomisation favorise d'une part l'idée que de tels groupes existent, ce qu'on appelle la présupposition d'existence, et d'autre part l'idée qu'ils sont homogènes, le nous autant que le. Effet de flou. Plusieurs autrices et auteurs soulignent à l'inverse des effets de flou référentiel, au sens où l'objet du monde auquel le mot réfère et qu'il constitue dans le même mouvement dialectique n'est pas toujours nettement déterminé ni nettement déterminable par l'acte de référence. C'est là un fonctionnement naturel du langage, mais qui prend de l'importance dans le contexte de questionnements sociopolitiques. Ce flou peut venir de la construction même du mot. Ainsi, si l'on prend le cas de intégration, et plus largement de ce type de nom dérivé de verbe, on peut constater que l'acteur social qui s'intègre est passé sous silence par la structure linguistique elle-même. Tout le monde est supposé savoir qui s'intègre quand on parle d'intégration dans le contexte de l'immigration. Tous les exclus ? Les étrangers ? Les immigrés ? Leurs descendants ? Les descendants de leurs descendants ? Ce flou permet de ne pas voir la société nouvelle qui s'est constituée. Le flou peut également venir de la complexité référentielle,
à laquelle s'ajoutent les nombreux présupposés qui sous-tendent les catégorisations, comme l'illustre de manière emblématique le couple Islam-Occident. Contrairement à des couples tels que Orient-Occident ou Nord-Sud, qui ne sont d'ailleurs pas si objectifs et dénués d'idéologie qu'il y paraît, Islam-Occident oppose deux groupes s'inscrivant dans des paradigmes différents. Une entité marquée par le religieux et une entité définie par l'espace, ce qui constitue une première source de flottement. Ensuite, on peut évoquer le flou sur Occident, qui renvoie à une entité vague, n'ayant pas d'existence juridique. Quels sont les pays concernés ? À l'ouest de quel pays qui constituerait une frontière ? Surtout quand l'opposition avec l'islam, le flottement orthographique à propos de la majuscule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.